tragique, évidemment, très court, tragique. Et le dernier, qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver, qu'on va rencontrer surtout d'ailleurs dans le monde anglo-saxon et italien, c'est le tyran, l'image du tyran. Alors, première partie, si vous voulez, donc, de la Corse, une image subie. Une image subie pourquoi? Bon, je prendrai pour démarrer une déclaration du président de la Fédération française de football au mois d'avril 78, juste avant le match Bastia-Eindhoven en finale de la Coupe d'Europe. Il dit la chose suivante: en Corse, il n'y a eu que 3 choses. Napoléon, Tino Rossi et Bastia. Donc, ainsi dit, c'est des formules un peu lapidaires, un peu à la porte-pièce, mais il résume finalement parfaitement l'image stéréotypée que l'essentiel des Français devaient avoir de la Corse à ce moment-là. Par conséquent, aucune surprise, parce que l'on retrouve Napoléon dans le football, essentiellement, qui est le sport corse qui, à l'époque, fait le plus de bruit. Et en 1968, lorsque l'on a un huitième de finale, de Coupe de France entre le Gazélec d'Ajaccio et l'AC Ajaccio, eh bien, France tire non pas l'empereur, mais vive Ajaccio, roi de la Coupe. En revanche, on voit les 2 entraîneurs de Corse, qui sont à l'époque Alberto Muro et Cahuzac, qui sont habillés en Napoléon et qui s'affrontent pour savoir finalement quel est le vrai empereur. Et on aura tout au long des années 60, je dis rapidement 2 ou 3 trucs, tout au long des années 60 on aura ces choses-là. 63, le GFCA est champion de France de football amateur, le titre de France Foot, les Ajacciens, Napoléon du football amateur. En 65, l'ACA du Sporting accède au statut professionnel, on met une photo du club d'Ajaccio, du club de Bastia, et au milieu Napoléon, plus grand que les autres. Mais ça concernera également, voilà, oui, je vais vous montrer les 2, ça concernera également le magazine 11, en avril 78, n'hésitera pas à faire poser, vous le voyez, les joueurs bastiais en habit donc, de la garde impériale. On reconnaît Rep et Larios au premier plan, le dominant Bastia, donc ça prétend à tirer une leçon. Alors, non seulement on aura ces personnages, mais évidemment les batailles napoléoniennes vont servir un peu, je cite France Foot, le lendemain de la victoire de Bastia en Coupe de France, le lendemain la Corse en liesse tirera plus de cartouches qu'on en consommera à Austerlitz pour accueillir les Dames Coupe. Bon, etc. J'en passe. Lorsqu'il y a Bastia-Iéna en Coupe d'Europe, on aura droit à la bataille d'Iéna, etc., etc. Bon, vous noterez au passage que ces allusions, finalement, ne vont pas plus loin. C'est-à-dire que Napoléon est corse, donc on lit Napoléon à la Corse, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucune analyse par rapport à la stratégie ou quoi que ce soit. Rien de tout cela. C'est une image subie, par conséquent, que la presse insulaire n'utilise jamais. Elle, par contre, se rabat sur des notions tout aussi stéréotypées d'honneur, de défense, du maillot, etc., qui, on le sait, sont des constructions. L'image de Napoléon dans le foot va disparaître. Au début des années 90, significativement, France Football publie un article, un dossier, un dossier sur le football corse, et notamment sur le football bastier, avec pour titre « Napoléon est mort à Eindhoven ». C'est-à-dire que l'article se veut enfin débarrasser de tous les stéréotypes, et à partir de ce moment-là, donc, effectivement, Napoléon passe aux oubliettes. On peut dire qu'au début des années 90, l'image de Napoléon n'est plus utilisée dans le football par rapport au football corse. Napoléon on l'a jeté non par la fenêtre, mais il va rentrer par la cave. On va le retrouver au début des années 2000, et cette fois-ci non plus mis en exergue par la presse nationale, mais revendiqué par des compétitions insulaires et par des acteurs insulaires. Pourquoi? Bien parce que, entre-temps, il s'est passé des choses importantes. Si l'image de Napoléon avait disparu, c'est parce qu'elle a été usée et abusée, on est d'accord, mais aussi parce que le contexte politique en Corse avait énormément changé, et que la réapparition du nationalisme, l'image de Paul, etc., avait gommé celle de Napoléon. Au début des années 2000, le champ politique et culturel corse va lentement se pacifier, mais sûrement se pacifier, et du coup, on peut réintégrer Napoléon dans l'histoire insulaire. Il n'apparaît plus pour certains comme le paragon de la francisation, mais comme un personnage de l'histoire locale. Du coup, on voit apparaître, ici en 2003, vous voyez, c'est le 2001, pardon, le 15e trait de Napoléon qui aura lieu le 10 mai 2015. En athlétisme, on va utiliser l'image de Napoléon. On va utiliser également, à partir de 2003, l'image de Napoléon dans une grande manifestation internationale qui s'appelle les Régates impériales. Et vous l'avez compris, ici, il ne s'agit plus d'image de l'empereur, n'importe quoi, mais tout simplement d'une extraordinaire opération de marketing. C'est-à-dire que Napoléon vaut bien tous les slogans publicitaires. Et donc, Napoléon revient dans le sport uniquement par cet aspect économique. Cela vaut mieux qu'une grande campagne. On dit Napoléon, on pense à Ajaccio, on pense à Corse, ça vaut toutes les campagnes publicitaires. Et c'est comme ça que Napoléon revient dans le sport en Corse. Mais il revient aussi, et ça nous montre bien la pacification
du champ social et culturel insulaire. Il revient pour le football. Pour le match ACA Paris Saint-Germain d'août 2014, eh bien, avant le match, on a fait défiler sur le terrain de l'ACA, vous le voyez, donc des hommes revêtus de l'uniforme de la garde impériale, des chasseurs à pied de la garde impériale. Mais ça va plus loin, et c'est là que ça devient plus intéressant pour nous, parce que la saison 2014-2015, c'est-à-dire celle dans laquelle nous nous trouvons, l'écusson de l'ACA Ajaccio a été transformé. Les armoiries de la ville ont disparu, elles ont été remplacées par un ours qui ressemble à un lion, ça c'est un rapport, c'est un ours en fait, c'est un rapport à l'histoire du club, j'insiste pas, mais ce qui est intéressant, c'est que les armoiries de la ville ont été remplacées par la couronne impériale. Et ce que finalement, Napoléon est ici présent sur l'écusson du club, on renvoie Napoléon au club. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est les tenues. La troisième, vous savez, il est en tenue pour le club de foot, la troisième est d'une couleur violette. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le violet est la couleur du parti bonapartiste, qui a dirigé la ville d'Ajaccio jusqu'en 2002. Et que, aujourd'hui encore, dans toutes les cérémonies du parti, il y a la couleur violette. Cette couleur n'avait été utilisée qu'une seule fois auparavant, à l'orée de la saison 69-70, qui correspondait au bicentenaire de la naissance de Napoléon. Or, là où c'est encore plus intéressant, c'est que vous avez le président du club. Et le président du club, c'est qui? Bon, c'est pas Yvan, on dirait un peu, mais c'est pas lui. Même s'il y a quelque chose, mais bon. Là où ça devient intéressant, c'est que le président du club est un ancien militant nationaliste, y compris clandestin. Et c'est là qu'on voit la pacification totale du champ. C'est lui qui peut mettre la couronne sur le symbole, l'écusson de la CA et choisir le violet comme symbole finalement du club ajaccien aujourd'hui. Voilà comment Napoléon est revenu d'une manière finalement totalement, oui on peut le dire démagogique et également purement de marketing. Mais, on l'a dit, ce comté de Napoléon, de la Corse, c'est un peu court. Et je voulais passer au monde, si j'ose dire. Alors, la première image, je vous l'avais dit, c'était donc celle du, on va passer vite là-dessus, hein, c'était celle du stratège et du tacticien. Alors, l'image du stratège, évidemment, celui qui s'est organisé, la victoire, ce sont avant tout les entraîneurs qui vont en être les représentants. Et là, nous avons, je suis désolé, j'oublie la date, mais c'est une caricature, un dessin plaisant paru dans l'auto, au début des années 30, je cite la date, où l'on voit les trois grands entraîneurs qui ont révolutionné le football. On a bien évidemment le premier Hugo Meis, celui du Wunderteam autrichien, on a Chapman, l'inventeur du WM, et on a Vittorio Pozzo, celui qui fait de l'Italie la double championne du monde et la championne olympique, tout cela en l'espace de 4 ans seulement. Vous l'avez compris, c'est la capacité à révolutionner finalement des schémas tactiques jusque-là figés. C'est la capacité à surprendre l'adversaire là où on s'y attend le moins. Et vous le voyez, ce que dit la légende. Hein, Hugo Meis, Chapman et Vittorio Pozzo, qui du doigt montrent aux fameux entraîneurs britanniques le soleil de Sterlitz. Hein. Voilà comment finalement ces trois entraîneurs ont permis à leurs équipes et à leurs pays respectifs de devenir bien, des nouveaux génies du football. Et un peu plus tard, parce que l'image continue à être utilisée. Un peu plus tard, on aura ici Dietmar Kramer, vous savez, le grand entraîneur du Bayern des années 70, qui est représenté ici au stade olympique de Munich, dans une tenue que vous aurez parfaitement identifiée. Mais on peut aller encore un peu plus loin. C'est Il Fatto Quotidiano, un journal italien, qui, le 8 mai 2013, a qualifié donc Alex Ferguson, au moment de sa retraite, è stato il Napoléon degli allenatori, c'est-à-dire il a été le Napoléon des entraîneurs. Et c'est vrai que ce sont les entraîneurs qui avant tout ont réellement concentré cette image par le schéma tactique, c'est-à-dire la vision générale, comme Napoléon sur le champ de bataille, ils auraient une vision générale qui permettrait finalement de transformer les choses. Ceci dit, les entraîneurs n'ont pas été les seuls, même si voilà, ça j'ai trouvé que c'est assez extraordinaire. C'est le football américain, c'est je voulais vous dire deux mots avant de passer au troisième, j'avais noté son nom, c'est William Dietrich, qui est un journaliste du New York Times, qui a été prix Pulitzer 1960 et qui a publié un texte qui s'appelle Napoléon and Football, américain à son temps, dans lequel il dit tout simplement que les choix tactiques de l'entraîneur sont comme les choix tactiques de Napoléon. La bataille doit être gagnée avant même d'être livrée. Et pour lui, Napoléon serait l'entraîneur parfait. Donc, vous le voyez, cette image, évidemment, qui accompagnait son article, où l'on voit Napoléon en commentateur qui conseille l'entraîneur de football américain. Vous voyez, donc, on a cette image. Mais, on l'a dit, l'entraîneur ne saurait être le seul. Même si, parfois, on le voit, on se moque de lui. L'article ici d'un journal israélien qui reprend lorsque Fernandez est allé entraîner le Bétar. Et l'article s'est terminé, j'ai trouvé la traduction, parce que je ne dis pas l'hébreu, j'ai trouvé la traduction, l'article s'est terminé en disant « Espérons que ça ne se transforme pas en Waterloo ». Or, ce fut effectivement
effectivement, on va dire, hein, pour lui son adresse. Bon, vous l'avez compris, il y a aussi les footballeurs copains, le Napoléon du football, par sa petite taille, si en plus on est petit, et évidemment ça facilite les choses, hein, voilà, mais vous l'avez compris, pourquoi aussi le Napoléon? Même chose, par la vision tactique et par la capacité à désorienter totalement l'adversaire, c'est-à-dire la tactique de Napoléon. Mais c'est aussi celui qui mange tout, qui gagne tout, et qu'on ne peut pas arrêter, vous l'avez reconnu, c'est ici Bernard Hinault, donc, qui est représenté en Napoléon du cyclisme. Mais après les entraîneurs et joueurs, il y a également, vous le voyez, l'éco-sportif de Loranie, qui, le 28 mars 1914, comparait Henri Desgranges, vous le savez, le patron de l'auto, surnommé le Napoléon du sport, par ses capacités d'organisation, par ses capacités finalement tactiques. Deuxième image, j'essaie, la vie qui va en me reste combien ça va? C'est bon, je passe, si vous avez des questions, on y reviendra. Voilà, deuxième point, le meneur d'homme et le conquérant. Le meneur d'homme et le conquérant, et alors ici, bien sûr, l'image est très simple. Il s'agit du championnat de France, vous voyez, de waterpolo. J'ai trouvé ça dans le ballon rond du 9 septembre 1922, où finalement l'entraîneur Maure, qui harangue ses troupes, est immédiatement comparé à Napoléon. On ne voit pas comment on avait rendu bac avant le match, harangué tel Napoléon à la bataille des Pyramides. Rappelez-vous qu'au niveau de ces tribunes, tout baccaïen vous regarde. Donc ici, l'image, encore une fois, c'est celle du meneur d'homme, de l'entraîneur, de celui qui va réussir là où les choses paraissaient impossibles. Et vous voyez des déclarations et des comparaisons qui continuent aujourd'hui, puisque voilà ce que déclarait le père de Karim Benzema en juin 2014, avant la Coupe du Monde. Mon fils, c'est Napoléon. Il est comme Napoléon, hein, qui ne s'est pas battu tout seul. Il a guidé une armée qui était derrière lui, et il a vaincu pour la France. Hein. Donc là, voilà, hein, c'est quelque chose de quand même hein, qui est à noter. On notera également que Tony Police, l'entraîneur, je crois que c'était de Stoke City, l'entraîneur de Stoke City qui avait été licencié et qui dit lui-même qu'il a trouvé dans finalement la personnalité de Napoléon, au moment de son licenciement et pendant sa période de chômage, il a trouvé des raisons d'espérer et de se relever. Hein, c'est-à-dire voilà, le meneur d'homme. L'exemple napoléonien lui a permis de survivre, ce qui est bon quand même, c'est pas rien, hein, qui n'est quand même pas rien. Et enfin, on a même un site qui s'appelle Sublimation, un site de psychologie dynamique, sur lequel je ne me prononcerai évidemment pas, qui reprend les éléments et qui nous dit, hein, je vous traduis en gros, que finalement, si on pense aux grands condottiers, aux grands capitaines du passé, d'Alexandre le Grand à Napoléon, eh bien on s'aperçoit que c'est leur capacité à motiver leurs soldats et à tout donner dans une bataille qui est l'exemple de courage qui permet vraiment de se dépasser. Par conséquent, vous l'avez compris, ce site vous propose de vous dépasser. Et même s'il dit qu'il y a une différence, on ne meurt pas sur les terrains de foot, encore que. C'est une chose dont on pourrait évidemment discuter. Je vais essayer de faire vite et passer à quelque chose qui me semble là intéressant dans ce meneur d'homme, c'est l'image également, vous le voyez, c'est l'image finalement du vainqueur, de ce qui dépasse, le dépassement de soi. Voilà, celui qui part de rien, qui dépasse. Voilà le titre d'un journal suisse, donc sur 6 mètres 16, je crois, lorsqu'elle avait mis là-bas, c'est les 6 mètres 16. Et regardez, c'est même aux États-Unis, dans le football américain, la marche victorieuse d'une équipe de football américain de l'État de Washington sur la côte Pacifique, qui est transformée en une marche victorieuse de Napoléon. Et on a même une carte qui est derrière présentée comme une bataille, où on voit les différentes victoires du club. Et on suit finalement la marche victorieuse jusqu'à Austerlitz ou Belgrade, où vous voulez, ou ailleurs encore. Et je vais arriver sur, parfois, on se moque aussi. Là, on a des futurs employeurs hypothétiques. Qu'est-ce que j'entends par des employeurs hypothétiques? C'est que parfois, on habille le conquérant avant même qu'il n'ait conquis grand-chose. C'est une image d'un journal allemand, vous avez le nom, et qui, juste à la fin, début 2008, dit que Ribéry peut devenir le nouveau conquérant de l'Europe si le Bayern gagne la Ligue Europa, on connaît la suite. Si la France fait un bon Euro 2008, on connaît également la suite. Donc il faut parfois faire attention, il n'est pas Napoléon qui veut, bien évidemment, hein, et c'est un peu la leçon. Mais parfois, vous le voyez, ce journal mexicain qui lui se réfère, alors là, c'est uniquement l'image, Memo Ochoa, le gardien de l'équipe du Mexique qui a signé à la Ajaccio, et on dit finalement un peu comme Napoléon est parti de Corse pour conquérir la France, eh bien le journal espère que Memo Ochoa, le Napoléon aztèque, hein, après avoir conquis Ajaccio, réussira finalement à conquérir le football français. Vous voyez donc comment l'image peut être utilisée dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Et regardez, aujourd'hui on en est aussi là, c'est intéressant, c'est que le nom de Napoléon, meneur d'homme, conquérant, victorieux, ça veut dire quoi? Eh bien vous le voyez, aujourd'hui, l'image de Napoléon sert tout simplement d'image marketing, comme on a vu pour la course tout à l'heure, la Napoléon Cup, qui se déroule donc tous
2 ans. Oui, c'est pas tout à fait du football. Le nom est en anglais, ce qui ne manque évidemment pas d'humour, hein, parce que Napoléon dénonçait la nation de boutiquiers, la Napoléon Cup, bon, ça peut faire sourire. Et c'est terminé il y a quelques jours de cela, je vous le rappelle, le 3 janvier 2015, s'est déroulé également en Belgique, dans le Football Battle, hein, l'Auto Arena à Antwerp. Donc vous voyez, aujourd'hui, Napoléon sert tout à fait dans ce jeu. Mais Napoléon sert aussi, dans cette image de vainqueur et de conquérant, à l'image de la virilité, l'image de la puissance. Mais on va le voir avec une image de virilité et de puissance inversée. Et avant de vous montrer les images, je vais citer, je vais faire les choses à l'envers, hein, pour une fois, je vais citer la phrase de Georges Vigaril, parce que vous allez comprendre ce que ça signifie. Georges Vigaril nous dit que nous assistons aujourd'hui à une féminisation du muscle et à une masculinisation de la douceur. Et lorsqu'on regarde l'image utilisée de Napoléon, justement, dans le sport, du moins dans certaines, on ne peut manquer de relever toute la justesse et la pertinence des écrits de Georges Vigaril. Vous voyez, le site Alissa Napoléon, une jeune dame qui vous propose donc des exercices physiques pour devenir un vrai homme. Le site s'appelle Napoléon Empire, hein, rien que ça. Et j'ai trouvé vous allez voir la seconde image, qui est extraite d'un catalogue d'une grande maison de produits de luxe new-yorkaise, grande maison de produits de luxe new-yorkaise, établie depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'eau de toilette Napoléon pour hommes. Hein. Donc on a là effectivement parfaitement cette féminisation finalement de la force et cette, vous voyez, masculinisation de la douceur. Finalement l'image de Napoléon ici est totalement uniquement utilisée en termes marketing, mais pas seulement. Hein. Virilité, puissance, force, mais inversée. Hein, paiement inversé, comme le dit Jean-Louis Garot, c'est quelque chose de nouveau depuis les années 20, et là je crois que c'est significatif. Le destin tragique. Hein, la Roche-Tarpeillienne est proche du Capitole, en l'occurrence on dira qu'au Waterloo est proche de... Ah oui, excusez-moi, et ça, c'est juste un petit... Alors ça c'est fantastique, c'est la Napoléon Cup, ça se joue à Ligny. Ligny c'est un petit club de ce qui correspondait en France à la DH, la division d'honneur de football. Or, comme nul ne l'ignore bien sûr, Ligny c'est la dernière victoire de Napoléon, 2 jours avant Waterloo. Et les gens de Ligny ont tout simplement eu l'idée de créer la Napoléon Cup, voilà, qui se déroule donc au mois de mai ou au mois de juin. Et vous voyez, là où ça devient intéressant, c'est qu'on lit l'histoire, parce qu'il y a des expositions historiques, l'histoire, la culture et le foot, et vous présentez bien évidemment sur le terrain, accompagné de Napoléon, et ensuite vous avez, donc là c'est quand même aussi, je trouve, ça sera à creuser. Comme je vous l'ai dit, c'est une étude que j'ai à peine commencée, j'ai dépouillé pas mal de choses, mais encore, c'est encore rien. Donc, je ne sais pas s'il existe d'autres manifestations de ce genre, qui récupèrent une bataille napoléonienne pour la transformer en activité sportive amatrice. Hein, parce que c'est facile de faire le business. Non, là, ce sont que des amateurs. Et les moins de 17. Sans ça, c'est intéressant, hein, peut-être. Mais bon, je ne saurais dire, là, je ne saurais développer. Hein, je ne voudrais pas avoir le site, hein, bien sûr. Je ne saurais aller plus loin. Alors, le destin tragique. Eh bien, évidemment, lorsqu'on est le destin tragique, pour les Français, Waterloo n'est jamais très loin. Hein, Wembley-Waterloo, le match de 66, l'élimination de la Coupe de France, de la Coupe du Monde de l'équipe de France, de manière, disons, assez lamentable. Et puis, vous avez également utilisé en 2014 une caricature, ici, de l'équipe d'Arsenal, et d'Arsène Wenger, après un hiver rigoureux pour ses troupes, puisqu'il a perdu finalement le championnat pendant l'hiver, qui, vous le voyez, l'équipe finalement d'Arsenal devient l'armée française de la campagne de Russie, de la retraite de Russie, et Wenger, lui, devient un Napoléon congelé, finalement, hein, vaincu et battu. Et là où ça devient encore peut-être plus intéressant, c'est lorsque l'histoire rejoint, lorsque le sport, le calendrier sportif, par hasard, rejoint l'histoire. Et je voudrais insister, c'est que dans beaucoup de pays, enfin, notamment Angleterre, France évidemment, et Italie, ces références ne sont pas désincarnées, parce qu'elles rappellent des épisodes de l'histoire nationale, ou de la culture nationale. Et là, il s'agit du 5 mai 2002. Bon, j'ai vu l'image Inter versus Napoléon, des calcio littérature, c'est-à-dire Napoléon contre l'Inter, football ou littérature. Le 5 mai 1821, c'est la mort de Napoléon. Mais c'est aussi un poème, justement, on s'appelle Manzoni, d'Alessandro Manzoni, qui s'appelle Cinque Maggio, qui rend hommage à Napoléon. Et là, évidemment, tous les petits Italiens ont appris à l'école Cinque Maggio. Donc, faire cette référence, c'est le football effacerait-il, finalement, la défaite de l'Inter pour ses supporters, effacerait-elle Napoléon et Manzoni, c'est-à-dire les bases d'une partie de la culture italienne. Il y a un article que je n'ai pas cité qui est intéressant, où les Italiens, après la victoire de 2006, se moquent des Français, ils disent bon, ils peuvent revendiquer Napoléon, mais il suffit qu'il était corse, donc au moins à moitié italien. Hein, et donc, Napoléon Italie. Et voilà la caricature qui paraît dans un journal italien, bien évidemment. Hein. Bon, la traduction, je n'ai pas besoin de vous la donner, vous l'aurez compris. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'en 2012, l'Inter devient champion, et
Et parce qu'il faut savoir que l'Inter perd le 5 mai, c'est le dernier jour. Hein, voilà. Questo mistero la tanto uno di quelle giornate di merda, hein. Bon, ça me semble une de ces journées de merde. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 5 mai, c'est le dernier jour, la dernière journée du championnat en 2002, et l'Inter perd le dernier match et du coup se fait souffler le titre par la Juve. En revanche, en 2012, l'Inter souffle le dernier jour, le 5 mai 2012, l'Inter souffle le titre à la Juve, et par conséquent là, du coup, la même image de Manzoni et de Napoléon sont renversées, et un journal italien, je crois que c'était il Corriere della Sera, titre justement, cette fois-ci, Cinque Maggio, l'Inter come Napoleone, dalle polveri all'altare, c'est-à-dire de la poussière à l'autel, c'est une des phrases du poème justement de Manzoni. Et du coup, on renverse ici, Napoléon devient au contraire le symbole de la victoire et de la puissance. Enfin, il nous reste à voir, on va y arriver, si la bête veut marcher, il nous reste à voir le tyran. Le tyran, c'est quoi? Eh bien, c'est une image de Napoléon qui est beaucoup utilisée dans les pays anglo-saxons. N'oubliez pas que pour les Anglais, Napoléon, c'est celui qui voulut mettre fin aux libertés anglaises. En tout cas, c'est ainsi qu'il est vu. Et on a des tas d'exemples. Un récent, je voulais rapidement, deux ou trois quand même les citer, par ordre décroissant. Octobre 2014, vous voyez, c'était il y a pas si longtemps, le journaliste Grégory Quin, sur cette info, titre son article de la manière suivante, avec un point d'interrogation. Serre Blatter, un Napoléon du football. Vous l'avez compris, ce qui est dénoncé là, c'est la gestion de Blatter. Quelques années auparavant, dans le Corriere della Sera, Franz Beckenbauer dénonçait le nouveau président de l'UEFA, c'est-à-dire Platini, dans les termes suivants. Alors je vous dis en italien, je traduirai. Platini vuole governare come un piccolo Napoleone. Johnson ha invece sempre cercato il più largo consenso democratico. Autrement dit, vous l'avez compris, Platini cherche à gouverner comme un petit Napoléon, alors que son adversaire vaincu, lui, cherchait au contraire, était un démocrate, un vrai démocrate. Vous avez ici le patron des Yankees de New York, considéré comme un personnage sulfureux et trop puissant peut-être dans le monde qui est le sien, et qui du coup est représenté sur ce journal comme un tyran. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. C'est le N de Napoli, le seul club italien. Donc, ça c'est pour faire parce qu'il ça. Le N de Napoli, il est intéressant parce que j'ai trouvé un site très très bien fait d'un journaliste italien, napolitain, qui dit que finalement ce N de Napoléon, qui effectivement, vous voyez là, c'est un N que l'on trouve sur un des bâtiments officiels en Italie, j'oublie lequel, je suis désolé, mais peu importe. Donc, le N de Naples, donc de l'équipe, était exactement le N de Napoléon. Or, ce N a été imposé par un président particulièrement autoritaire, et il a été imposé au moment de la venue de Maradona. C'est à ce moment-là qu'on a changé volontairement l'écusson. Et dit ce journaliste, ce qui est scandaleux, c'est que finalement on a ce pouvoir d'un président qui va imposer un N pour nous donner l'image de la puissance. Or, et voilà, c'est là qu'on trouve le tyran, y compris chez les Italiens, vous voyez, il dit Napoléon c'est quoi? Napoléon c'est 15 ans de sang pour l'Europe, c'est 15 ans d'occupation, c'est 15 ans de guerre, ça efface Naples qui est au contraire une ville de la convivialité et du rassemblement, et qui n'a rien à voir avec ce tyran. Vous voyez comment ici l'image napoléonienne est devenue finalement quelque chose de très 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 négatif. Alors, je terminerai là-dessus, vous avez vu beaucoup de choses, rapidement bien sûr. Le personnage de Napoléon est tellement riche qu'on peut effectivement l'utiliser sous toutes ses formes, mais ce qui est intéressant, ça fait plus d'un siècle que l'image est utilisée et qu'elle revient périodiquement dans des domaines très différents. Mais encore une fois, je vous dis, ça fait 5-6 mois seulement que je suis là-dessus. Je pense que ça mériterait d'être creusé, d'être travaillé un peu plus. Merci de votre attention. Alors, merci d'être